Démettre les gens, c'est la chronique facile et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est moi où vous êtes particulièrement beau. Ouais, surtout toi, t'es particulièrement bien foutu. Bon, tu te dis que je te vois pas vraiment, hein. C'est une vidéo enregistrée, que c'est juste une introduction un petit peu zarbi, rigolote, tout ça. Mais imagine que cette vidéo ait été créée exprès pour toi. Qu'une caméra t'a enregistré en train de sourire, qu'elle a détecté la forme de ton visage, voire ta bonne haleine, ou bien qu'on veut te récompenser pour avoir regardé la pub avant la vidéo, ou pour avoir fait un don sur mon Tipeee. Peut-être qu'elle t'envoie une version préenregistrée dans laquelle je suis positif envers toi. Peut-être que le compteur de vues est en fait un fake, et peut-être qu'il existe des versions de cette vidéo pour d'autres spectateurs où je dis « Salut les gens, c'est la chronique facile et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mais en fait vous êtes moche. En fait vous êtes sacrément dégoûtant, c'est dégoûtant en fait. Peut-être que très peu de gens voient la version de la vidéo que tu es en train de voir. Peut-être que tu es le seul à voir cette version de la vidéo. Ou peut-être que depuis le début, je raconte n'importe quoi. Super Mario 64 est un jeu réalisé par Shigeru Miyamoto pour Nintendo et sorti le 23 juin 1996 sur Nintendo 64. Révolutionnant le jeu vidéo par sa transformation du concept de jeu de plateforme en l'appliquant à un monde en 3D, Super Mario 64 reste un des jeux les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo, ce qui lui a fait acquérir un statut culte, amenant tout un tas de mèmes, de théories, de blagues et de délires au point de fonder une forme de théorie du complot parodique dite de l'iceberg, amenant l'idée que chaque cartouche serait personnalisée. Maintenant que je vous ai donné le plan de la vidéo, on va entrer dans les détails. Et je vais devoir remettre les choses en contexte en vous replaçant en contexte historique ce qu'était Mario 64 à sa sortie. Parce qu'en effet, il n'est pas exagéré de dire que Super Mario 64 a littéralement changé la face du jeu vidéo 3D. Il en a établi les codes qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est un jeu sans qui le chemin vers les jeux vidéo modernes aurait été beaucoup plus... Excuse-moi de venir sur ta chaîne, mais par hasard, tu serais pas en train de plagier une de mes vidéos, là? Je vois pas ce qui te fait dire ça. Non, je dis ça comme ça se trouve je me trompe, mais disons que le paragraphe que t'as utilisé, c'est exactement le même que j'ai déjà employé sur ma vidéo sur Super Mario 64. Oh, c'est juste une coïncidence. J'ai utilisé exactement les mêmes images pour le montage. Ok, j'avoue, j'ai repris quelques trucs. Mais bon, vas-y, c'est difficile de faire un résumé qui le replace dans son contexte historique en 1 minute et sans plagier. J'aimerais t'y voir. À la base, se trouvait la série des Super Mario Bros, et le genre qui leur est associé, celui de la plateforme. L'idée des jeux de plateforme est d'incarner un personnage vu de côté, et dont l'une des principales caractéristiques est de pouvoir sauter afin d'éviter des ennemis ou d'atteindre des plateformes en hauteur. Super Mario 64, sorti sur Nintendo 64, tout son nom, a révolutionné le genre en y apportant de la 3D. Ça n'est clairement pas le premier à tenter de l'incorporer, mais c'est celui qui l'a fait de façon réussie, en inventant d'immenses zones que le joueur est amené à parcourir afin de réussir différentes missions permettant de récolter des objets collectionnables, ici des étoiles. Comme souvent, le scénario reste très basique. Amené dans le château de sa dulcinée Peach, Mario apprend que celle-ci a été enlevée par Bowser, le grand méchant de la licence. Mario doit alors entrer dans différents tableaux afin de trouver des étoiles. Au bout d'un certain nombre d'étoiles, il peut combattre Bowser, et s'il le bat, d'autres sections du château sont débloquées, celles-ci menant à de nouveaux tableaux, et ainsi de suite, jusqu'à la porte finale permettant d'affronter l'ignoble méchant une bonne fois pour toutes. C'est un petit peu succinct et schématique comme résumé. Et on peut balancer un bébé pingouin dans le vide. C'est mieux. Il faut savoir aussi que dès l'époque de sa sortie, de nombreuses rumeurs tournaient autour du jeu. Il n'y a rien d'étonnant à cela, il est sorti en 96, une époque où Internet était balbutiant, le data mining quasi inexistant et on avait peu de sources sur la création des jeux. Lorsqu'on voulait en savoir plus sur un jeu vidéo, on s'en référait à des magazines de jeux dont les articles étaient parfois écrits par des journalistes novices qui n'en savaient pas plus qu'un joueur lambda et propageaient des rumeurs plus ou moins vraies. Ainsi, pour Super Mario 64, une des rumeurs les plus persistantes était que si l'on trouvait 120 étoiles, on pouvait alors voir
Yoshi apparaître. C'est vraiment dans le jeu, ça, par contre. Ah mais j'ai dit que c'était une rumeur, hein, pas qu'elle s'avérait fausse. Et ça avait tellement l'air bidon qu'à l'époque, mon frère et moi, on a passé nos après-midi à débloquer ces fameuses 120 étoiles, histoire de voir si c'est vrai. Et nous apercevoir qu'effectivement, cela permettait de voir le petit dinosaure sur le toit du château, bah c'était une chouette surprise. Ça et l'énorme paquet de vie qu'il nous filait. Énorme paquet de vie qui devenait maintenant inutile vu qu'on avait poncé le jeu. Mais du coup, à partir du moment où l'on s'aperçoit que ce genre de rumeur est effectivement vrai, on commence à se dire que les autres pourraient bien s'avérer véridiques. Et des rumeurs sur ce jeu, il y en a eu un paquet, entre les niveaux cachés, les casquettes au pouvoir inédit ou les messages secrets. On fut pas mal à se dire que si Yoshi était débloquable, alors pourquoi pas Luigi, le frère de Mario. Les rumeurs pour le faire apparaître étaient légion et certaines étaient alimentées par l'inscription se trouvant sur la fontaine du château, sur laquelle on semble pouvoir lire « Hell is real » et le numéro 2401. Certains argumentant que celui-ci correspondait au nombre de pièces qu'il fallait collectionner pour amener Luigi. D'autres y ont vu le mot Eternal Star, vu que c'est le socle d'une statue en forme d'étoile. Mais personnellement, tout ce que j'ai vu en tentant de lire cette plaque ultra pixelisée, c'est une migraine. Et c'était voulu. Devant les questions répétées des joueurs, les développeurs de chez Nintendo ont avoué que ce qui se trouvait sur cette stèle ne voulait rien dire, soit parce qu'ils avaient envie de troller le joueur, soit parce que cela leur évitait d'avoir un texte à changer lors du passage à l'international. Il est à noter que la même image a été réutilisée telle quelle dans la caverne d'Odongo de Zelda Ocarina of Time. C'est loin d'être la seule zone du jeu à avoir attisé la curiosité des joueurs. Ainsi, le fait que des étoiles ou des vies supplémentaires puissent être cachées dans les murs a longtemps poussé les plus intrépides à essayer de se cogner sur toutes les surfaces un peu intrigantes, et aux joueurs de se poser des tas de questions. Ce bug ne cacherait-il pas quelque chose? Cette zone au loin, ne peut-on pas y aller? Et il y a quoi lorsque l'on finit l'escalier infini? Et les lettres là, elles ne formeraient pas le mot E.T.? Et y a-t-il un code qui s'active si on joue avec la tête de Mario flottante dans l'intro du jeu? Il faut savoir que rares sont les jeux vidéo dans lesquels il n'existe aucune aspérité. Il y a toujours des textures un peu étranges, des éléments placés pour servir de décoration ou de cache-misère qui jurent un peu avec le reste, sans parler des éléments de jeu qui avaient été implantés à une époque mais supprimés en cours de route et auxquels il reste quelques traces. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans un jeu pionnier sur lequel pas mal de directions ont été testées avant d'être abandonnées par la suite. On pourrait se dire qu'avec le temps et internet, beaucoup de ces éléments ont été expliqués et que certains des mystères ont été débunkés. Mais en fait, ça a été le contraire. Internet a généré des échanges de fans qui ont donné lieu à des légendes urbaines qui n'auraient pas pu le voir le jour en 96. Beaucoup de joueurs se mirent à trouver des glitches que d'autres joueurs n'avaient pas vus, et il y a eu une mise en commun des différentes réflexions, où se trouvent réellement les lieux à l'intérieur des peintures, et les cavernes brumeuses. Ça ne serait pas les égouts du château? Qu'y a-t-il à l'intérieur de la forteresse Twomp? Pourquoi dans cette pub pour le lait Mario a-t-il 31 étoiles à un moment où il ne peut pas en avoir autant? Et pourquoi, lorsqu'on passe derrière le miroir, on flotte par-dessus le sol? Sans parler de cette vieille blague selon laquelle les gens entendraient Mario traiter Bowser de gay, alors qu'il faut entendre. À ces théories s'ajoutent aussi pas mal de fakes et de fausses images. Comme cette photo d'une mystérieuse chambre de Bowser montrant Mario dans une salle vide face à un tableau derrière lequel on peut apercevoir le visage de Bowser. Celle-ci a circulé ces dernières années sur internet, sous-entendant qu'il s'agissait d'une capture d'écran d'une des versions de travail du jeu, voire même d'un niveau caché dans lequel on pouvait retrouver Bowser. Certains racontent même qu'il s'agirait du niveau que Shigeru Miyamoto préférait, mais qu'il a dû effacer faute d'espace. L'origine de la photo vient en fait d'un let's play de 2017 de la chaîne OnePlays, dans lequel un des animateurs explique avoir fait ce fake sous Photoshop lorsqu'il avait 13 ans. Did you see that? Yeah. How did you see that? Send it to me. The window. I printed that out and I brought it to school and I said, "Look, it's real." I can't believe I sent you that. Do you still have it? Yeah. Yeah. I made this fake fucking screenshot and I was like, "Yeah, they'll all believe me now." Ce qui au final n'était pas si raté que ça, vu que des gens y ont cru dernièrement. Dans un autre genre, les speedrunners ont aussi donné pas mal de grains à moudre. J'avais parlé de cette discipline consistant à finir un jeu de la manière la plus rapide possible, et j'avais évoqué ces personnes qui se créaient des challenges improbables, notamment un Tool Assisted Speedrun de Pan & Quake 2012, consistant à trouver une étoile située dans les cavernes brumeuses en appuyant 0,5 fois sur le bouton A.
Mais je n'avais pas vraiment expliqué le coût des 0,5 fois. En effet, pour Panenkoek 2012, presser le bouton d'une manette se fait en 2 temps, le temps où tu appuies sur le bouton et le temps où tu relâches le bouton. Du coup, son speedrun consistait à avoir le doigt appuyé sur le bouton A et à ne le relâcher qu'une fois le niveau fini. Si la vidéo initiale était culte pour son côté incompréhensible, ce fut aussi le cas de sa vidéo d'explication dans laquelle le youtubeur parle de mondes parallèles, c'est-à-dire de moments où le jeu agit comme si Mario se trouvait à un endroit où il n'est manifestement pas. Mais vous allez me dire... T'es bien gentil, Mad Dog, mais des théories pétées et des speedruns bizarres, il y en a dans tous les fandoms en fait. Et vous auriez raison, de Pokémon à Resident Evil, en passant par Undertale et Dark Souls, toute licence un peu célèbre a eu le droit à des théories similaires. Mais là où Super Mario 64 se distingue, c'est que certains ont assemblé tout ce fatras afin d'en faire une sorte de théorie globale. Ça a commencé en novembre 2019 sur le channel V de 4chan comme une sorte de creepypasta autour d'une tête de Wario, l'antagoniste de Mario, flottant au-dessus du sol dans un des niveaux du jeu, suivi de cette légende. L'apparition de Wario a été créée à partir du vœu inconscient de le voir dans Mario 64 et ses désirs inconscients l'ont poussé à commencer à apparaître en version déformée sur certaines copies du jeu. Cette image n'est que ce à quoi il est supposé ressembler, ceux qui l'ont rencontré dans le jeu n'arrivant plus à le décrire précisément, suite à des pertes de mémoire ou des attaques de panique. Si vous pensez le voir dans une de vos parties, il est recommandé d'éteindre la console immédiatement, car dès que vous lui donnez le pouvoir d'apparaître dans le jeu, il commence à gagner le pouvoir d'apparaître dans la réalité. L'image d'où est tiré Wario est connue, il s'agit d'une vidéo promotionnelle pour la Nintendo 64. Mais il n'empêche que la légende de la tête de Wario flottante a commencé à se propager, avec l'idée que si celle-ci apparaissait sur certaines cartouches, c'est parce que Mario 64 cache un autre secret, celui du Project Reality. Autant le dire, si Mario 64 a été un pionnier et un jeu en avance sur son temps, les rumeurs autour du Project Reality en font un jeu bien plus ambitieux que ça. L'idée ne serait rien de moins que de happer le subconscient du joueur ainsi que ce qu'il croit voir afin de l'intégrer au jeu. Ce qui fait que chaque cartouche de Mario serait personnalisée en fonction des gens qui ont joué dessus et pas que via la sauvegarde mais via le ressenti du joueur. À chaque thread sur les théories, on retrouve l'image d'un iceberg, suggérant que si le grand public ne connaît que les principales théories autour de l'univers de Mario, comme le Hell is Real ou le speedrun de Panenkoek 2012, il existe des secrets de plus en plus obscurs, allant de l'aquarium secret au fait que Mario 64 ressemblerait au rite d'initiation maçonnique, en passant par la fameuse chambre de Wario ou l'histoire des Toads emprisonnés à l'intérieur des murs. Certaines de ces lignes partent de véritables théories de fans, d'autres sont des private jokes et certaines sont de pures inventions. Note amusante, à l'avant-dernière ligne se trouve l'idée que Lavender Town et Polybius sont des couvertures pour Super Mario 64. Ce qui est amusant, c'est que j'ai déjà parlé de ces deux théories. Pour Lavender Town, c'est dans l'une de mes toutes premières chroniques faciles sur les creepypasta avec Noruda il y a plus de 6 ans. Et pour Polybius, c'est dans une de mes toutes premières vidéos que je faisais sur Dailymotion, il y en a plus de 10, et dont je ne mettrai pas de lien parce que la vidéo n'était pas très bien. Du reste, la légende autour des cartouches hantées de Mario 64 est en marche, il reste une dernière étape, créer des faux à partir des rumeurs. Si des images existaient déjà, l'été 2020 a vu un bombardement de vidéos YouTube nous montrant certains des fameux glitches, niveaux cachés et autres bizarreries que le jeu est censé receler. La plupart d'entre eux ont été créés grâce à un hack de 2017 qui contenait un créateur de niveau pour Mario 64. Les créateurs ont filmé leur partie en ajoutant des filtres et artefacts donnant l'impression d'être filmés depuis un téléviseur. Ainsi, il existe sur YouTube plusieurs versions de la fameuse chambre de Bowser et des activités qu'on peut y faire. Et au mois de juin 2020, on a pu voir apparaître aussi des vidéos montrant ce qui serait, selon la légende, la version de travail interdite, connue sous le nom de Build du 29 juin 1995. Certains mettent d'ailleurs en scène la fameuse tête de Wario flottante, et les résultats sont souvent à mi-chemin entre l'expérimentation étrange, la vidéo creepy ou le faux documentaire. Ceci dit, faire croire qu'on a trouvé des secrets dans Super Mario 64 ne date pas d'hier. Si maintenant on utilise la vidéo, autrefois on faisait propager la rumeur de faux codes.
Par exemple, le 14 novembre 1996, le site IGN, qui venait à peine de naître, avait publié un article dans lequel les journalistes se disent excédés par les dizaines de codes bidons et de trucs et astuces foireux censés faire apparaître Luigi dans le jeu. La rédaction est tellement sûre que le plombier à salopette verte n'est pas dans Mario 64 qu'ils offrent 100 $ à celui qui leur montrerait la preuve que Luigi est bel et bien débloquable. Cela a dû calmer les joueurs car plus personne ne leur envoyait de code à ce sujet. Et pourtant, Luigi se trouvait vraiment sur la cartouche. Le 25 juin 2020, un mois après la vague autour de la conspiration de Mario 64, le code source du jeu a fuité sur différents sites et les internautes ont découvert qu'il existait effectivement des petits bouts d'assets et de polygones destinés à y insérer le personnage de Luigi. Les fans explosent de joie, the hell is real. Ceci dit, si on y pense, c'est pas si étonnant que ça. Dans de nombreuses interviews, Shigeru Miyamoto a expliqué que pendant très longtemps, il voulait inclure Luigi dans le jeu, mais le projet fut abandonné pour des raisons de capacité de la console et pour ne pas frustrer les premiers joueurs qui se retrouveraient avec un jeu multijoueur dans le bundle d'une console livré avec une manette. Il n'est donc pas si étonnant de le retrouver là. De plus, Luigi est jouable ainsi que Wario et Yoshi dans le remake du jeu sorti sur DS en 2004. Mais avec la découverte de Luigi dans le jeu, des internautes s'amusèrent à leur tour à le mettre en scène dans de fausses démos. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo précédente, ça n'est pas les seules choses qui ont fuité cet été-là. On a retrouvé ainsi des versions de travail de plusieurs jeux différents, les sprites d'un jeu Zelda qui ne fut jamais développé, les premières moutures de certains Pokémon de la version Diamant et Perle, et surtout les toutes premières versions de Yoshi, où celui-ci était plus grand et maigre, ce qui occasionna de nombreux fanarts sur ce que le dinosaure aurait pu être dans une autre réalité. Il paraît même que ce Yoshi-là devait être en règle avec les impôts. C'est ouf. Ce qui est intéressant, c'est que cette mode inspira une nouvelle variation en fin d'année, celle des anti-piracy screens. C'est le 13 octobre que cela débute, lorsque la chaîne de Joey Perleoni nous montre une session de Mario Party qui est interrompue par une capture d'écran expliquant que le jeu est piraté et affichant la mention « C'est un crime sérieux de pirater les jeux vidéo. Veuillez éteindre cette console sur le champ et rendre votre jeu volé immédiatement. » Cette vidéo, bidon, s'appuie sur une réalité. Certains jeux ont inclus un moyen de contourner les copies pirates dans leur code source, bloquant la partie et affichant un message de prévention. Certains ont même poussé le vice jusqu'à faire apparaître le panneau tard dans le jeu. Dans une copie de Mother sur NES, elle apparaît aux 3/4 du jeu vidéo, ou de rajouter quelques éléments salés afin de frustrer le joueur et le pousser à s'acheter une véritable copie du logiciel. Le coup du faux écran de piratage avait déjà été fait par le compte Super Mario 64 Beta Archive en juin 2020 parmi les vidéos censées nous montrer que chacune des copies de Mario 64 sont personnalisées. Joey Perleoni continue actuellement de faire de fausses vidéos, montrant des faux écrans anti-pirates des Mario Party DS, dans lesquels les personnages de Nintendo sont confrontés à des boss impossibles à battre ou des épreuves de plus en plus sadiques, avant l'affichage du fameux écran, et même dernièrement de mettre en scène une fausse interpellation de police pour piratage de jeu. Par mimétisme, d'autres ont rivalisé de créativité avec de faux écrans anti-piratage sur Mario Galaxy, Mario Kart Wii, Super Smash Bros, Animal Crossing et compagnie, jusqu'à cette version de Nintendogs où puisque votre copie de jeu est illégale, votre chien va mourir de maladie sous vos yeux. Littéralement, ne pirate pas ce jeu, sinon on bute ton chien. Après, il y a de très bons anti-piracy screens qui sont des mini creepypasta en elles-mêmes qui posent une ambiance et un côté crédible dans leur contrefaçon, et d'autres qui sont juste des screamers mal foutus. Il arrive même que certains mettent en scène la fameuse tête de Wario flottante. Mais surtout, comme souvent, si ce genre de contrefaçons se sont multipliées, c'est parce que la technique est devenue plus abordable. En effet, pour créer un fake convaincant, il va falloir émuler un jeu, voire recréer de faux niveaux, enregistrer votre partie, refaire parfois de la retouche sur un logiciel de montage, reprendre des sons ou des images du jeu ou en créer qui pourraient s'insérer de manière crédible. Certaines personnes comme Joey Perleoni vont même jusqu'à recréer des musiques entières qui sonnent comme si elles avaient été composées pour un écran d'anti-piratage. Il faut tout un tas d'outils et de logiciels qui sont de plus en plus faciles à maîtriser, même si ça demande plus de talent que de faire une simple retouche Photoshop. Ces fakes ont tendance à se multiplier, ce qui pourrait faire flipper, mais les modeurs ont choisi la transparence. Les gens indiquent clairement qu'il s'agit d'un fake destiné au divertissement.
Que ce soit dans les fausses versions de travail de jeu ou dans les fausses mesures anti-piratage, il y a un goût de la découverte de ce qui nous est caché. C'est un petit peu comme savoir ce qu'il y a derrière la porte, interdit aux visiteurs d'un monument historique. S'il y a toutes les chances de tomber sur un placard à balai, on aime s'imaginer qu'il y a peut-être un couloir sombre et des passages secrets menant à la découverte d'un mystère aussi énigmatique qu'effrayant. Et dans le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. L'équivalent du placard à balai, c'est de découvrir que la plupart du temps, une version de travail d'un jeu n'est juste que le brouillon hyper buggé du produit fini. Tandis que les faux builds et les faux easter eggs nous offrent une dose de frisson en inventant des secrets bizarres et des détails sinistres, rendant plus sombre un jeu coloré bien familier. Tout le sel se faisant justement dans la zone d'ombre et d'inexpliqué que l'on retrouve dans les théories de l'iceberg, qui n'est basé que sur une accumulation de mystères et de détails tordus. À vrai dire, le même de l'iceberg existait déjà avant que Mario 64 ne s'en empare. On peut par exemple citer cette image de 2011 qui montre Internet sous la forme d'un iceberg avec sa surface visible et le deep web juste en dessous. Puis en 2015 sous une forme expliquant l'évolution d'une personne s'enfonçant petit à petit dans des goûts de plus en plus nichés. Mais la communauté de Super Mario 64 a reboosté ce mème en lui offrant un aspect parodique qui, s'il garde la blague sur la chute dans la folie, offre en plus un intérêt ludique à travers la liste de ces différentes théories. L'idée étant de pousser certains internautes à savoir si elles existent vraiment, si elles font elles-mêmes l'objet d'un lore complexe ou si c'est juste une ligne inventée. Et les fans de tonnes d'autres franchises les ont imitées à leur tour, créant tout un tas d'icebergs supplémentaires à partir du lore de leur fandom. Alors, en cours de montage, j'ai appris qu'il en existe une sur Legend of Zelda, et je me dis que comme on fête les 35 ans de la franchise cette année, je pourrais peut-être me pencher dessus, vu que c'est l'une de mes licences préférées. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je m'y attelle dans les commentaires. En plus de lâcher un pouce bleu, ce qui serait super sympa. Car il y a un truc que j'aime bien dans toute cette mode, c'est qu'elle relance l'idée de la conspiration rigolote. Alors oui, je sais que vu ce qu'il s'est passé au début de l'année, il est difficile d'associer en 2021 conspirationniste et rigolo dans la même phrase. Pourtant, les affaires de conspiration, les secrets cachés de l'histoire et l'idée d'une vérité enfouie a été pendant très longtemps un bon ressort de fiction. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle on a tendance à minimiser la dangerosité des complotistes, qui sont parfois vus comme des rêveurs qui croient à des trucs un peu tordus, mais dans le fond divertissants. Donc il faut pas croire tout ce qu'on dit, hein. Gandhi, la paix est tout sur terre, il a quand même vendu des Kalachnikov, le gars, quoi. Et aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walt Disney il a fait vendre des juifs. Le 11 septembre, c'est pas des Boeing qui sont écrasés sur les tours. Ce sont des avions furtifs de l'armée américaine. C'est d'ailleurs lorsqu'il passe à l'acte, lorsqu'un platiste s'écrase avec une fusée de son invention destinée à prouver que la Terre est plate, ou lorsqu'il provoque des attentats, que ça ne fait plus rire. D'où l'envie de parodier ça, soit en inventant une sorte de conspiration tellement comique que personne ne pourrait y adhérer, comme la No Earth Society, qui prétend que la Terre n'existe pas, soit dans le cas de Mario 64, en revenant à un truc volontairement flou, où il n'y a pas de méchants tirant des ficelles, pas de menace mondiale, on a juste des glitches bizarres, des événements étranges, et des vidéos faites pour provoquer un petit frisson en réinjectant de l'inconnu dans un jeu que l'on croit connaître sur le bout des doigts. Ça ferait une parfaite phrase de conclusion, ça. Et c'est le cas. Merci Aiko de la chaîne Iconoclast de s'être prêté au petit jeu du caméo et de la relance. Je vous conseille sa chaîne, notamment la vidéo sortie l'an dernier sur pourquoi Mario 64 a changé le monde du jeu vidéo, et donc je me suis un petit peu inspiré. J'ai appris dans une de ses dernières vidéos aussi que Jean Reno avait joué le rôle de Doraemon, donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Je dois remercier un copain de longue date, Kokobé, qui par 2 fois m'a proposé le sujet sur Twitter en m'indiquant que ça pourrait faire une vidéo assez intéressante. Et il avait vu juste. Donc Kokobé, qui est chroniqueur sur le podcast Silence on joue, c'est dire s'ils sont des gens talentueux. Ah, et merci à Guillaume et Alban qui ont joué dans un de mes courts-métrages il y a plus de 5 ans, et dont je viens enfin d'utiliser les images. Merci les mecs. Voilà, comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne et que je vous laisse des vidéos avec le sourire comme les belles personnes que vous êtes, il y a un Tipeee, un Utip et mon blog sur lequel mes livres sont toujours en vente. D'ailleurs, plus que 9 exemplaires vendus de celui-là et je dépasse les 1000. Alors, ça vous fait peut-être une belle jambe, mais moi je serais très content de passer cette barrière symbolique.
Voilà, sinon depuis fin janvier, j'ai un problème avec mon internet. Alors ça se voit pas trop vu que j'upload des vidéos via la 4G, mais du coup désolé si je n'ai pas été très présent pour répondre aux commentaires de la dernière vidéo, j'étais un petit peu occupé à autre chose. Et du coup, ne vous étonnez pas si je mets du temps avant de lancer le fameux live des 70 000 abonnés que j'avais prévu. De toute façon, au moment où j'enregistre, on n'a toujours pas atteint ce chiffre, mais on est vraiment à un chouïa de l'avoir. Voilà, prenez soin de vous en attendant la fin de l'hiver, et à la prochaine.